Bonsoir mes amis. Eh bien, voilà, je suis tombé par hasard sur des interviews de Denise Glaser, qui était une journaliste qui savait interroger les gens d'une manière assez originale. Alors je lui ai dit, dans le fond, pourquoi je n'aurais pas moi non plus mon interview. Mais malheureusement, la pauvre Denise Glaser n'est plus là. Alors j'ai demandé à des amis qui pouvaient me servir à poser des questions. Alors il faut prévoir aussi que ces questions qu'ils vont me soumettre, c'est des questions qui ont été totalement improvisées, rapidement, sans préparation. Oui, jusqu'ici j'avais caché quand même une partie de ma personnalité et c'est peut-être bien que les gens me connaissent un petit peu mieux. Alors place à cette interview improvisée. Eh bien, je suis très content de vous recevoir. Mes amis d'en face, parce que ce ne sont pas des amis de palier, et donc je vous présente derrière la caméra Gilou et Agnès, qui sont souvent ensemble, ce sont des amis communs. Et ben voilà, je vais subir leurs questions, peut-être qu'ils vont la mettre dans le l'embarras, on ne sait pas. Voilà. Alors je vous écoute mes amis. Alors bonjour Lisa. Donc ma première question sera d'ordre technique, si je peux me permettre. Donc je te la cite. Gardes-tu un bon souvenir de ton passage dans l'éducation nationale? Alors là, c'est une question qui est un peu ambiguë parce que finalement, j'étais passionné par le sport. Donc à ce niveau-là, j'avoue que je me complaisais très bien dans ce métier. Le problème, c'était les élèves. Bon, il est évident que quand on est dans l'éducation nationale et qu'on a des élèves, il vaut mieux être bien avec ses élèves. Et alors, je vous parle d'un temps où les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était une époque où déjà, il y avait des gros problèmes avec les élèves. Des gros problèmes pour la passion du sport, déjà généralement, et puis le respect aussi. Déjà. Alors je vous parle donc d'une époque, si vous voulez situer un peu la chose, c'est en 1970. Ça fait quand même quelques années, quoi. Et ça s'est pas amélioré, quoi. Voilà. Alors tout ce qui se produit actuellement, on récolte les fruits. Moi je te dis Lisa, parce que j'en pense, c'est que les élèves, en principe, ça se motive. Et ça se motive grâce à qui? Au professeur. Au professeur. Tout à fait. Qui est lui seul responsable de la situation. Alors ça c'est une bonne réponse et à mon avis. Tout à fait. Enfin, c'est une bonne réponse parce que je trouve que c'est vrai que quand je suis parti dans l'enseignement, c'est ce que je me disais. Oui. Et que finalement, moi qui étais passionné de sport et que je voulais emmener mes élèves le plus loin possible dans le sport, d'abord j'ai un professeur de gym qui est maintenant professeur de gym, qui m'a fait prof de gym et qui m'a suscité à devenir prof de gym. Donc la preuve que les professeurs incitent les élèves à faire du sport. Il ne faut pas que les inciter, il faut les motiver. Alors, là, la différence, c'est leur prédisposition au sport, et pour ça, il faut que tu les y intéresses. Alors, le problème, c'est que là, tu mets en cause des professeurs qui ne savent pas motiver les élèves dans le sport, tout au moins dans le sport. C'est faux, parce que, enfin, c'est faux, dans le sens que la prof alors, exceptionnellement, les profs de gym, généralement, c'est des gens qui sont très motivés. Ouais. Hein. Oui, mais les élèves. Alors là, le problème, c'est ça. Voilà. La réponse, c'est que même si les professeurs sont très motivés, si les élèves ne sont pas motivés, il faut les motiver. Et s'ils ne veulent pas. Ah, mais c'est pas eux qui commandent. Hein. Alors, c'est pas eux qui commandent. Alors, on prend des procédés archaïques. Non, pas forcément. Je sais pas. Enfin, disons que, pour résumer,
j'étais pas très bien, malgré mes qualités de prof. Je vais le redire, quoi. Et tu le reconnais, c'est bien. Ah oui, mais c'est comme ça. Puis en plus de ça, les circonstances de la vie m'ont emmené sur d'autres chemins. Alors justement, parlons-en de cet autre chemin, car à l'issue donc de l'éducation nationale, il me semble donc que tu t'es orienté vers autre chose. Oui. Ça a été un univers tout à fait différent. Ah ben, C'était l'univers du spectacle, alors, plus précisément du mime. oui, alors. Est-ce que c'est vrai? Ah ben, c'est tout à fait vrai parce que disons que ça a été pratiquement. Donc j'étais déjà attiré par la peinture, déjà j'avais des possibilités artistiques, picturales, disons, qui étaient très poussées. Mais finalement, la rencontre qui s'est faite avec le mime Marceau, on peut que citer que lui parce qu'il n'y en avait qu'un à ce moment-là. Et donc là, ça a été un choc artistique, on peut dire artistique. Parce que j'avais besoin d'éprouver chez moi, de faire vibrer, entre guillemets, mon corps, par le sport déjà, et que finalement, là, j'ai découvert une autre possibilité de m'exprimer par mon corps, quelque chose de théâtral en quelque sorte. Et en quelque sorte, pour moi, ça a été la découverte, la plus grande découverte théâtrale que j'ai pu découvrir en travers le corps. Je pense que les danseurs ont aussi cette possibilité-là, moins les théâtreux qui parlent, parce que là, je suis tombé quand même sur un être qui pouvait sensibiliser le public sans une parole. C'est quand même fabuleux, quoi. Les gens ne peuvent pas s'imaginer maintenant, surtout maintenant, qu'il peut y avoir des gens qui peuvent sensibiliser sans rien dire. Et ça a été... Hein, l'expression corporelle. Voilà, que par le corps. Et donc là, alors bien sûr, la danse, les danseurs sont restés danseurs. Il n'y a que les mimes qui se sont dissous dans le côté artistique, qui est l'art le plus complet et le plus majeur qui puisse exister. D'accord. Donc, il me semble qu'à 55 ans, donc, tu as démissionné, on va dire, entre parenthèses, donc, cet amour pour le mime, et tu t'es lancé vers une autre, comment dirais-je, une autre carrière de cabaret. Oui, et effectivement, je veux dire que à 55 ans, c'était déjà la pré-retraite. Il ne faut pas parler de la pré-retraite maintenant, mais disons c'était déjà une pré-retraite, étant donné qu'en France, on en revient au mime, mais que le mime était complètement dépassé, hein, honnêtement, et qu'il fallait que je trouve un échappatoire pour continuer à vivre de l'art, de mon art corporel qu'était le mime, et que finalement, il a fallu que quand même je trouve certains biais, le clown, et puis d'autres choses, et d'un seul coup j'ai découvert que j'avais une voix. Alors on plaisante toujours là-dessus en disant j'ai découvert ma vraie voix, autre chose que la voix du mime, ma vraie voix, et que cette voix m'apportait tout simplement en quelque sorte à travailler cette voix, et que finalement dans mon cabaret que j'ai appelé un cabaret à l'ancienne, où il y avait un cabaret style Berlin, en 1930 Berlin, qui maintenant n'existe plus. Je veux dire que maintenant, le cabaret, les gens n'ont qu'un sens de ce que pouvait être le cabaret. Le cabaret de maintenant, c'est plus d'époque. C'est le lido, le cabaret. Hein, c'est les femmes au sein nu. Mais c'est pas le cabaret que je prenais, moi. Donc, j'ai donc assimilé ça, disons le mime, plus la chanson, plus le clown, plus l'humour. Et j'ai essayé de structurer tout ça. Ce qui a marché à une certaine période. Mais disons, j'ai été dépassé un petit peu par les événements sociaux, enfin, l'intérêt du spectacle n'est plus du tout la même. Maintenant, on passe sur le côté virtuel, sur le côté artificiel, qui n'est pas du tout le genre, du tout mon genre. Très bien.
Là, nous sommes chez toi, Lisa, et on s'aperçoit que chez toi, il y a beaucoup de tableaux. Oui. C'est assez impressionnant, je C'est veux même dire. envahissant. Donc, avec un bleu, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement pourquoi ce bleu? Enfin, oui, je suis un peu envahissante au niveau des bleus, pas au niveau Non, des c'est tableaux. pas toi, c'est la peinture. Oui, pour moi, ma peinture, alors, c'est vrai que j'ai jamais quitté vraiment la peinture. Enfin, disons que j'ai retrouvé avec la retraite un élan sur la peinture, et c'est vrai que mes tableaux qui sont, disons, originaux, parce que en fait, je peins qu'en bleu, alors j'attends la question, pourquoi vous peignez grand bleu? Pourquoi le bleu? Pourquoi le bleu? Voilà, bon. Alors, je suis toujours un peu, enfin, toujours plus ou moins embarrassé en disant que le bleu, c'est la couleur symbolique, parce que c'est des tableaux symboliques, de la béatitude, de la sérénité, voilà, de tout ça. Alors, c'est peut-être ce bleu-là qui m'a attiré le plus. Et puis les sujets aussi, les sujets que je traite, puisque je me considère comme un peintre symbolique qui finalement traduit des images, et que à travers ces images, je traduis des pensées. Voilà. Alors je pense, et après je mets en images. Donc ça tourne souvent, pas politique, mais enfin, sur une certaine philosophie, sur certaines choses. Voilà. Très bien. On continue notre petit questionnaire très intime en même temps. Pas si intime que ça. Pas tant que ça. Oui, alors moi j'aimerais bien savoir, Lisa, bon, parce qu'après donc je vois donc que tu étais mime, tu as chanté, tu as fait de la peinture, donc tu as fait quand même beaucoup de choses, tu as touché à beaucoup de choses. Moi ce qui m'intéresse, j'aimerais savoir, est-ce que pour toi la peinture est un art majeur ou mineur? Ah bah, disons que la peinture, c'est un art déjà universel. Un art universel, d'accord. Bon. Et alors, le mime, c'est un art universel, j'en sors pas, et que finalement, on peut dire que la chanson, pas toutes les chansons, mais c'est quand même, la chanson est quand même plus ou moins universelle, surtout quand elle est en français et qu'elle n'est pas en anglais. J'ai une aversion pour les chanteurs qui chantent en anglais. J'ai rien contre les chanteurs anglais, mais finalement, on est envahi par une musique et des textes en anglais que, excusez-moi, je ne comprends pas toujours, et que je ne sais pas si tout le monde comprend. D'ailleurs, ils sont baignés par le côté musical, et que le texte a passé tout à fait en second. Donc pour moi, une chanson, c'est quand même un texte avant tout. Alors un texte que je ne comprends pas, et non, je ne peux pas vraiment adhérer. Mais malgré tout, la chanson, c'est quand même un art, parce que ça lie la poésie et aussi la musique. Et quand la poésie et la musique s'accordent, c'est merveilleux, comme dit Agnès. Je vois également, Lisa, que tu es une fan inconditionnelle, je pense que on peut dire ça, de Gréco. Tu as chanté beaucoup de Gréco dans ta carrière. Est-ce que tu crois qu'en 2023, c'est-à-dire à notre époque, est-ce que tu crois qu'il y aura une seconde Gréco? Ah, ça c'est une bonne question, parce que, enfin, une bonne question dans le sens que personne n'est remplaçable. Déjà. Deuxième temps, j'ai commencé avec Gréco parce que ça a été la personne qui, au niveau voix, déjà, m'a influencé parce que j'avais, disons, imité vraiment les Gréco, et puis que j'ai dépassé un peu parce que j'ai voulu ne pas me cloisonner dans le chant de Gréco, que je garde une admiration parce que, d'une part, parce que je trouve que le personnage de Gréco est formidable pour moi. C'est une personne très mec, enfin mec dans le sens tempérament, un tempérament mec qui a su se libérer, qui était un petit peu libéré de la chante masculine en quelque sorte. Elle était très proche du masculin, mais tout en conservant son charme et sa beauté et son humour aussi, parce qu'elle était remplie d'humour. Donc c'est vrai que je suis resté longtemps. Alors, par contre, après, je me suis émancipé avec un chanteur que j'ai connu sur scène aussi, que
j'ai eu beaucoup d'affinités aussi, mais là un petit peu moins musicale, mais surtout affinité politique, c'est Léo Ferré. Quoi. Alors donc c'est Léo Ferré, donc c'est, on peut dire que c'est la politique, pas politique, c'est de la poésie pure qui a traversé, c'est peut-être le dernier poète français, hein, le dernier. Il n'y en a pas qui se pointent maintenant. Bien sûr, on peut parler d'autres chanteurs comme Ferrat, comme Brel, comme Brassens, que je chante aussi, parce que ce sont des gens qui tournent autour de la poésie. Hein, c'est des poètes avant tout, avant d'être des chanteurs. Alors, bien sûr, ils savent quand même chanter. Hein. Justement, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que là j'ai une question à te poser. Donc tu as cité Ferré, tu as cité Gréco, Ferrat, Brel, Brassens, ce sont quand même plus des gens de gauche. Oui, bah, même plus ou moins, qui était peut-être pas de gauche, mais enfin... Est-ce que toi tu te sens femme de gauche? Ah ben, je me sens pire que ça. Pire que ça, c'est-à-dire? Pire que ça, parce que je trouve que la gauche ne correspond plus à la gauche initiale, déjà, hein, du départ. Alors on parlait de la gauche, c'était politique. Et moi je ne suis pas politique. Je ne suis pas politique parce que je trouve que faire de la politique, faire partie d'un parti, comme disait notre brave Sacha Guitry, faire partie d'un parti, c'est prendre un parti pris. C'est déjà prendre un parti pris. Et alors, comme je ne veux pas prendre un parti pris, eh ben, je ne suis pas politicienne. Mais, par contre, j'ai un sentiment anarchique, de l'anarchie. Ce que je retrouve dans Ferré, c'est certain. Alors évidemment, on va dire, oui, l'anarchie, ça ne construit pas. C'est vrai, ça ne construit pas. Mais ça met au moins les choses au point. On peut rebâtir sur quelque chose qu'on ne peut pas rebâtir maintenant sur des choses qui ont été dégradées, qui est maintenant pas. On ne peut plus, on ne peut pas maintenant. Là, il faut faire table rase. Mais comme je ne serai pas là pour faire la table rase, allez-y les enfants. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien si tu ne seras plus là. Mais disons, n'étant plus là, de toute façon... Qui te dit que tu ne seras plus là? Ah bah... c'est flatteur, hein, mais 80 ans, 81, 82, 83, 84... Et alors? Non, mais on commence à les compter, les années, quand même. Et alors? Alors, même si je suis encore... Belle je plaisante là-dessus, mais même si j'ai conservé un potentiel physique, mais malgré tout, l'âge est là. Hein. J'ai mes petites arthroses à droite et à gauche. Alors mais que j'essaye d'assumer. D'assumer ou de camoufler? Ah, pas camoufler. Non, je camoufle pas. Je dis à tout le monde que j'ai l'arthrose et que j'ai mal. Mais par contre, j'essaye, je leur dis à ces gens-là, eh bien écoutez, j'essaye d'assumer. Faut continuer. Oui, j'essaye. Très bien. Donc actuellement, Lisa, tu vis une retraite d'intermittente, on est bien d'accord. Tu continues néanmoins à chanter, tout à fait, à peindre. Oui. Et on m'a dit que tu faisais des chroniques sur Internet. Ah. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement à quoi correspondent ces chroniques? Alors ces chroniques, ces chroniques ont débuté par rapport à une discussion que j'ai eue avec la caméra sur différents sujets. Et alors, le départ de ces sujets ont été... alors là, c'est pas compliqué. En fait, j'avais un personnage dans le mime qui ne parlait pas, qui s'appelait Augustin. Et ce personnage d'Augustin, c'est un personnage un peu espiègle et qui finalement est un peu revendicatif, enfin, qui revendique pas mal de choses. Et j'en ai fait des chroniques sur le thème, sur différents thèmes, sur le harcèlement sexuel, sur un tas de choses comme ça, avec Lisa. Et l'humour d'Augustin. Et l'humour d'Augustin. Voilà. Et donc ça, oui, sur les réseaux sociaux, ça a bien marché. On me réclame toujours d'Augustin, Augustin par-ci, Augustin par-là. Et je me suis prise au jeu et j'ai retrouvé, non seulement Augustin, mais j'ai retrouvé aussi le côté de la comédie. La comédienne que j'étais, hein,
qui ne parlait pas à ce moment-là, parce qu'en tant qu'Augustin, il ne parlait pas, mais maintenant il parle. Maintenant il fait que ça parler. Alors, et après, bon, j'ai rajouté aussi des chroniques sur des méditations sur des citations, d'auteurs Socrate, et qui se donnaient à réfléchir un peu. Enfin, j'ai essayé de dire, tiens, il y a des chroniques qui permettent, au travers de ces citations, d'avoir un état de réflexion. Voilà, de réflexion. Et on a besoin de réflexion à l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens réfléchis. Hein. Enfin, je ne vais pas dire que je suis la seule qui réfléchit, hein. Mais c'est vrai que je suis pas mal. Très bien, Lisa. Alors là, donc, on arrive au point culminant, enfin, pour moi, c'est que tu as écrit un livre. Alors, Un livre sur la pansexualité. voilà. Donc, on en revient sur un sujet. Donc, j'aimerais un peu aborder ce sujet, si tu permets. Ma première question sera très simple. Est-ce que tu t'es projeté dans ce livre? Alors, il y a plusieurs... Est-ce que c'est ton histoire? Alors, d'abord, c'est pas vraiment mon histoire. Mais c'est vrai que quand on fait un roman, généralement, on puise un petit peu, dans soi-même. Et c'est vrai aussi que c'est un sujet qui me touchait de près, parce qu'on parlait beaucoup de transsexualité, de travesti, de transgenre. Enfin, on a submergé de terminologie de sexe, que finalement, tout le monde s'y perd. Enfin, je dirais à la limite, mais moi aussi je m'y perds. Mais je veux dire par là que j'ai découvert récemment la définition d'un genre, qui n'est pas un autre genre, mais qui s'appelle la pansexualité. Alors la pansexualité, pour résumer, c'est en quelque sorte l'amour ou l'intérêt pour une autre personne, quel que soit le sexe. Et que le sexe ne vient pas devant les sentiments. Et alors là on découvre peut-être, j'ai pensé que ça pouvait être l'amour total, universel. Je suis en pleine universalité, dans le mime j'étais universel, mais là je crois que c'est ça qui est intéressant. On retrouve dans mes pensées en quelque sorte que en fait j'ai découvert un terme, et aussi peut-être des gens qui sont comme ça, qui sont pansexuels, et qui développent leur amour avant le sexe. Alors le sexe, je ne veux pas dire pour ça qu'il n'y a pas de sexe, il ne faut pas exagérer quand même. Mais disons que, en fait, c'est l'amour du prochain, plus que le sexe. Alors, ce qui est curieux, c'est que dans les couples normaux, si on peut dire, c'est quand les gens se connaissent, ils ont des rapports sexe, et ils ont des rapports sexe avant l'amour. Et une fois qu'ils ont assumé, et qu'ils finissent même par se marier et avoir des enfants, le drame vient, c'est qu'au bout de 15 ans, quand l'enfant ou les enfants sont libérés, et bien là, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas d'amour. Et alors là, maintenant, ils ont envie d'aimer. Alors, aimer, c'est bien gentil, mais ils ont passé à travers la place. En fait, moi je dis souvent, ils ont mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait dans le temps, à une certaine époque, c'était peut-être un peu exagéré. C'est vrai qu'il fallait se fréquenter 1 an, 2 ans, 3 ans, se connaître avant de passer à l'acte intime. Alors maintenant, on passe tout de suite à l'intimité avant de passer au... On est beaucoup trop pressé. Donc on met la charrue avant les bœufs. D'accord. Alors dans ce roman, on revient au roman, c'est l'histoire donc d'un couple qui est pansexuel, d'un transsexuel qui n'est pas opéré, et j'insiste un peu là-dessus parce que on pense toujours transsexuel et opéré, hein, ça vient, c'est classique, qui a fréquenté donc un homme qui n'est pas forcément gay, qui est affiné, qui est fin, et ces deux êtres qui se sont rencontrés. Voilà. C'est l'histoire de deux êtres qui se sont rencontrés sur le plan de la sexualité et sur le plan de la pansexualité. Ce qui fait que finalement cette histoire d'amour universel, alors
j'ai peut-être pas connu cet amour-là, mais disons que j'ai un peu travaillé la chose. Et puis il y a aussi des souvenirs un peu personnels que j'ai mis dans mes héros. Justement, là, je voulais en venir, justement, parce que moi, j'ai lu ton livre. Et donc, il y a aussi dans ton livre l'amour pour Paris. Ah oui, alors ça... L'amour pour Paris, ça, qui est décrit d'une manière intense et même à la limite bouleversante. J'en suis bouleversé d'en parler dès le moment, parce que Paris, pour moi, c'est l'amour. L'amour de Paris. C'est la ville de l'amour. C'est la ville de l'amour. Et malheureusement, je suis retourné il n'y a pas très longtemps à Paris et que je n'ai pas retrouvé mon Paris à moi de 1940 à 1970, qui est complètement pollué, qui est dévalué, qui est sali, voilà. C'est épouvantable quand je vois ça, c'est épouvantable. Alors évidemment, je vis avec mon Paris des années passées, qui était la ville qu'on peut dire qui était la plus belle ville du monde. On le disait d'ailleurs. On le disait. Hein. Et finalement, cette ville qui était la plus belle du monde est devenue la plus dégueulasse. Bon, non, mais je veux dire, faut être honnête, il y a des rats partout. Enfin, des rats partout, je ne sais pas s'il y a des rats partout. Enfin, disons qu'il y a un abandon de cette ville provoqué par un milieu social et que je ne dirais pas lequel. Un envahissement de certaines populations. Et aussi un envahissement d'une certaine populace, comme dit Agnès. C'est pas grave s'il y a des breaks. Hein, Mais moi, de toute façon, je pose des questions au fur et à mesure. Hein. Et si j'en pose pas, c'est pas ton problème. Bon, Lisa, tu chantes, donc, comme tout à l'heure je l'ai dit, tu peins, tu as fait du mime, donc qu'est-ce qui moi tu as écrit. Pour moi, donc, une question encore, est-ce que pour toi la création, parce que quand même, on peut dire quand même que tu as créé beaucoup de choses, est-ce que pour toi la création est plus importante qu'une vie attentiste et passiste? Beaucoup de qualités disons que la création, pour moi, c'est vital. C'est comme si on mangeait, tous les jours on mange, et je crois que créer, dans la mesure du possible, il faut créer. Ah, si on ne crée pas, on meurt. C'est une vie sans amour. Alors maintenant, quand on parle de création, alors là, moi, c'est un sujet qui m'a toujours tracassé. Je veux dire, c'est quand même prétentieux de se dire créateur. Ah, d'accord. Sur le plan, pas forcément religieux, mais le plan création, ça veut dire que je suis Dieu, quoi. Et tout être qui fait, il crée. Alors, peu importe quel domaine. Oui, mais la création, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'existe pas et qu'on crée. Tout d'un coup, on le crée, oui. Alors là, dans le côté artistiquement parlant, ça y est, je me prends pour Dali, là. Est-ce qu'on a le droit de se dire créateur? Est-ce que malgré tout, même si on crée, on pense, on a le sentiment de créer, est-ce qu'on n'a pas non plus en quelque sorte des inspirations créatrices? Et alors ces inspirations créatrices, quand ça commence l'inspiration et commence la création. Là, c'est un sujet, on revient à mes chroniques philosophiques en disant oui, je m'estime que je fais de la création, que je crée, mais je ne sais pas si ce que je crée à ce moment-là, il n'y a pas quelque part ailleurs quelqu'un qui crée pratiquement la même chose. Et là, je ne suis pas maître de ma création totale. Donc on en revient toujours à la dualité. On en revient à la dualité. Oui, voilà, la dualité. La dualité. Mais on n'est jamais c'est bien de se sortir créateur que de reproduire des choses qui sont déjà faites. Ce qu'on voit énormément dans la peinture, voilà, je dirais énormément dans la chanson, énormément dans le théâtre, enfin énormément partout, qu'on revoit des choses qui ont été déjà faites. Des copies. Mais on peut quand même dire que toi, quand même, tu as un style assez personnel, quand même. Mais je suis personnel. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais je veux dire, quand même, un style personnel. Personnel, on va dire unique, même.
je veux dire que je ne vais pas chercher à être personnel, d'avoir une personnalité. C'est moi. C'est toi. Je m'appelle Lisa et c'est moi. C'est moi. Mais on m'accepte généralement bien. Et puis j'ai surtout beaucoup d'envie de connaître les gens, de découvrir les gens et d'aimer les gens en général. Ne me dites pas que je cherche un prétendant. Hein. Avec délicatesse, en souplesse, de doigté. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, j'y suis, frémissante et offerte de votre inexperte. Allez-y, pingouin spec du fontaine, quelques filles, pingouines, ne se mettent rien, non rien, les petits pingouins ont des petites mains sur des piles, les petits pingouins, on voit ça ce qu'on est bien dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas, ce qu'on est bien dans ses bras. Imagine, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours. La saison des arts, la saison des arts, saison des amours, ce que tu te bourres, fillette, fillette, ce que tu te bourres. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi, et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai rien oublié de la chanson que tu me chantais. Oh, tu me prends ses bras, il me parle tout bas, je vois la rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il me parle de bonheur, je connais la cause. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil, t'es qu'une vent qu'on éteint comme une lampe au matin, un joli mot. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli mot. Tes petits seins sont du jour à la coque, à la mort, joli mot. Ne dors pas. Je pense à mes amours sans joie, si dérisoires. À ce garçon beau comme un dieu, qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche ne nous aura jamais. Nous avouons tout secret, tant de drame. Car l'objet de mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. C'est là qui tiennent le perché, un corps, un violon, et cette chair qui vient troubler l'arche qui coule ma chanson. Ce texte et sous le voile, à peine flot, s'étouffe de voir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur
on n'attend plus. C'est extra, c'est extra, c'est extra. Et puis le temps nous fait cortège. Et puis le temps nous fait tourment. Mais n'est-ce pas le pire des pièges que de vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard. Nous protégeons nos mystères. Et finalement, il fait le hasard. On se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Mon amour, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'eau claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'à trouver ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, où je serai reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Hier encore, j'avais 20 ans, j'ai perdu mon temps à faire des folies, qu'il me reste rien de vraiment précis, que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi, et j'ai perdu mes jeunes années. Ça suffit pas. Il faut avoir une âme de clown. Je me suis dit, mais où je vais trouver une âme de clown? Où est donc les lumières, puisque le clown est mort? Où est donc les lumières, puisque le clown est mort? Et vous, applaudissez, admirez son effort. Et vous, applaudissez, admirez son effort. Je suis roi et je règne, bravo, bravo. J'ai des rives qui saignent, bravo, bravo. Venez qu'on m'acclame, j'ai fait mon numéro, tout en chantant ma femme, du haut du chapiteau. Bravo, bravo, bravo. Et je te serre entre les bras, moi, dis-moi, à l'heure où naît un jour nouveau, je rentre trouver mon lot.
jette mes cils et mes cheveux comme un pauvre clou malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas. Je pense à mes amours sans joie, si dérisoires. Pingouins se mettent du fond, mais quelques villes. Pingouins ne se mettent rien, non rien. Pingouins ont des petites sur des piles. Pingouins, pourquoi ça virile? Souvenez bien, dans les bras d'une personne du sexe opposé, est-ce qu'on est bien dans ses bras? Là. Est-ce qu'on est bien dans les bras d'une personne genre qu'on n'a pas? Est-ce qu'on est bien dans ses bras? Là. C'est la vraie prière. La prochaine aime le prochain. C'est la vraie grammaire. Le masculin s'accorde avec le féminin. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Conduisez mon homme. Soyez l'homme. Agissez. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Et vous? Déshabillez-vous. Fillette, fillette, ce que tu t'es. Les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleil et planètes tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu ne vois pas. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai rien oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor d'Anna l'a pleuré, y a toujours dehors la chambre à louer. C'est l'homme qui tient le perché comme le corps d'un violon. Et cette chair qui vient troubler l'arche et coule ma chanson. C'est extra, et sous le voile, à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur. On n'attend plus. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Moi, je sais, tout est sortilège. Tu sais, tous mes envoûtements. Tu m'as gardé le piège en piège.
Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amantes, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Mais finalement, il a fallu bien du talent pour être vieux, sans être adulte. Moi, je sais tous tes sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé le piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amantes, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Oh, mon amour, mon temps merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais. Je t'aime jusqu'à la déchirure. Aimer, même trop, même mal. Tenter, sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Te voilà, moi, j'ai 30 ans, toi, 6 mois. On est là, tous les deux, nez à nez, les yeux dans les yeux. Quelle est la plus étonnée des deux? Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ça serait rigolo. Alléluia, alléluia, au-delà de nos oripeaux, blancs et noirs sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai glacé mes sourires, j'ai figé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Mais moi, je ne suis qu'une chanson. Je ris, je pleure, à la moindre émotion. Avec mes larmes ou mon rire dans les yeux, je vous ai fait l'amour de mon mieux. Mon petit Augustin, eh bien dans cette période, disons, assez tourmentée, j'ai pensé que tu voulais peut-être savoir d'où tu venais, comment je t'ai créé, après toutes ces années que nous avons passées ensemble sur les routes, et nous avons pratiquement fait le tour du monde. Eh oui, à cette époque-là, ben, je ne parlais pas. J'étais une sorte de charlot. Eh bien, tu es né entièrement de mon imagination.
À l'époque, je fréquentais la cartoucherie de Vincennes où Ariane Mouchkine instruisait les clowns. Et à cette période-là, je faisais du mime aussi, mime et clown, sont un peu mélangés. Et j'ai eu cette idée de créer ce personnage Augustin, clown et mime à la fois. Eh bien, si j'ai bien compris, tu es ma mère spirituelle. Oui, oui, en quelque sorte. Mais maintenant tu parles. Et tu es devenu un partenaire à part entière. Après 45 ans de route, de spectacle, et puis de quelques galères, t'as pas envie de prendre ta retraite? Oui, au fond, je te l'avoue, tu me manquais beaucoup. Alors j'ai eu cette idée de te faire renaître au travers ces chroniques. Si j'ai bien compris, tu m'as fait renaître pour faire ces fameuses chroniques avec moi, hein, c'est ça? Oui, mon petit Augustin, ne regrette rien. Tu vas peut-être devenir une légende. Et maintenant, je suis totalement rassuré. Je sais où je suis né, et puis je suis plus orphelin, et non, et non, et non. Et au fait, il faut que je t'appelle maman maintenant? Non, n'exagère pas, Augustin, quand même. Bon, au revoir, Augustin, et à bientôt. Quant à nous, nous allons nous retrouver dans certaines rubriques. Et je vous dis donc à bientôt et bonne nuit. Eh bien, bonjour mes amis. Eh bien, voilà, la réflexion du jour. La réflexion du jour, c'est sur la démocratie. Et oui. Alors, on entend parler démocratie par-ci, démocratie par-là, journellement, et au fond, on ne sait vraiment pas ce qu'est la démocratie. Oui, alors dans ces cas-là, je fais toujours appel, disons, aux Grecs, qui donnaient des définitions démos. Démos, ça vient de pour le peuple, et Kratos, c'est pas gratis, hein. Kratos, c'est de gouverner. Voilà. Donc c'est gouverné par le peuple. Ça fait réfléchir. Hein. Ce qui veut dire que finalement, le peuple est souverain. Ouais. Mais qu'est-ce que le peuple? Ce serait, en quelque sorte, un groupe d'individus, plein d'individus, qui vivraient sur le même territoire. Ça se précise un peu là. Hein. Mais si on remet le pouvoir au peuple, aux individus, il faut qu'ils soient intelligents, justes, tolérants, social, qui aime son prochain, par exemple. Alors là, ça se complique un peu. Hein. Et on en vient là, à l'individu. Ah. Alors, l'individu, généralement, est égoïste, de nature, plus contradictoire. Tout ce qui est contre est pour tout ce qui est pour est contre. Enfin, et là, c'est difficile de rassembler les mêmes individus qui ont les mêmes idées, et on en vient plus ou moins à la politique. Alors, ne me faites pas dire que je crois à la dictature. Quoi qu'en ce moment, rien. Je ne crois pas à la dictature non plus. Bon, alors, hein, t'as voté. Bon, t'as plus rien à dire. Bon, eh bien, écoutez mes amis, je vous demande de réfléchir à ce qu'est vraiment la démocratie. Bon. Et bonsoir, et à bientôt. Et gros bisous. Bonsoir les amis. Eh bien, je suis très heureux de vous recevoir ce soir.
et je vais vous soumettre, disons, une citation d'un grand philosophe, comme l'aurait dit Augustin. Oui, un grand fils de l'œuf. C'est Augustin, vraiment. Il me manque. Hein. Bon, bref. La citation est de Socrate. Socrate qui disait « Je suis ni athénien, ni grec, je suis un citoyen du monde. » Là, je me suis posé quand même des questions en disant « citoyen. » Ah ben, oui, citoyen, c'est la nationalité. Alors, la citoyenneté du monde, quand on est dans le monde, il n'y a plus de nationalité. Je n'ai pas très bien compris Socrate, finalement. Il faudrait que je me penche sur la question plus sérieusement. Enfin. Et puis, d'être du monde, le monde, c'est quoi? C'est toutes les races. Oh, c'est encore un sujet qu'il ne faut pas trop aborder. Hein. Bon. Donc, citoyen du monde, ça veut dire d'être un homme du monde. Encore Augustin qui me travaille là. Un homme du monde. Donc, le jeu de mots n'est pas... Bon. Eh bien, je vous demande de méditer sur cette citation. Je vous dis donc au revoir, à bientôt, bonne nuit, et bisous.